Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Wittmann. Thomas Wittmann est chercheur au LESIA, donc un des départements de l'Observatoire de Paris PSL. Il a été responsable du programme européen Eurovénus. Il a été associé aux propositions de mission Venus Veritas, Vox. Et maintenant, il est chercheur principal pour la mission Envision, donc M5 Envision. Et j'imagine qu'il va nous en parler plus longuement. Thomas, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à la communication de l'Observatoire de m'avoir invité pour ce séminaire de culture scientifique. Donc, je vais essayer d'être le plus large possible, pas se limiter simplement aux enjeux de la planétologie. Donc, mon nom est Thomas Wittmann. Je travaille à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et à l'Observatoire de Paris. Et je vais présenter donc les 3 missions vers Vénus sélectionnées en juin dernier par la NASA et par l'Agence spatiale européenne. Essayer de brièvement présenter leurs objectifs et l'implication de la communauté scientifique, en particulier française. Donc, nous passerons brièvement en revue les questions que pose notre connaissance encore très fragmentaire de cette planète, l'héritage des missions qui ont précédé, et bien sûr, nous laisserons du temps pour toutes vos questions qui seront les bienvenues. Donc, je vais vraiment essayer de terminer dans 25 minutes, disons qu'on ait un temps d'échange, ce qui est à mon avis le plus important. Donc, les 4 points qui sont à l'écran là vont résumer un petit peu l'ordre des sujets abordés. Donc, un petit peu le passé tectonique et atmosphérique de Vénus et ses différences et son caractère semblable avec celui de la Terre, qui pose question. Parler du double héritage scientifique des missions principales qui ont précédé cette sélection de 3 nouvelles missions, en particulier Magellan, le radar de la NASA dans les années 90, et Vénus Express, une mission spatiale européenne qui a surtout étudié l'atmosphère de Vénus dans les années 2005 à 2014, présenter les 3 missions et la participation française comme nous l'avons dit. Donc, la grande question que pose Vénus, c'est son incroyable proximité de dimension. Elle a 95% de la dimension de la Terre. Sa masse est quasi semblable, 82%. Sa composition, son apport en énergie solaire, puisqu'elle est toute proche de l'orbite terrestre, à 0,72 unités astronomiques, et surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a évolué aussi différemment de nous. C'est en fait cette différence qui pose question. Pendant plusieurs décennies, l'exploration de Vénus a été mise un peu de côté dans l'exploration du système solaire, parce que justement, on avait cette perception que c'était une planète inhabitable sur laquelle on n'ira jamais, ce qui est d'ailleurs absolument exact. Mais la question est surtout de comprendre d'où proviennent ces différences, à quel moment dans l'histoire du système solaire elles se sont produites, pour quelles causes, et surtout, est-ce qu'il n'y a pas, à partir de l'examen de ces différences, une meilleure compréhension à avoir sur les critères d'évolution d'une planète de type terrestre dans sa zone habitable, en fonction de sa composition, de son évolution interne ou de la proximité de son étoile. Et donc, ces questions ne sont toujours pas résolues dans ce qui concerne Vénus. Est-ce qu'elle a été habitable pendant une partie de l'histoire du système solaire? Sa surface porte-t-elle la signature de la présence d'eau, par exemple, ou d'activité volcanique actuelle, ou non? Tout ceci n'est pas su encore. Donc, un passé tectonique qui est extrêmement mal connu. Il n'y a pas de chronologie de la surface, au contraire même de planètes, de satellites mieux explorées, car dépourvues d'atmosphère, en tout cas aussi opaques que celle de Vénus, ce qui est le cas de Mars, de la Lune ou de Mercure, où on a une assez bonne idée de la stratigraphie et de la chronologie générale des différents espaces géophysiques. Donc, ces principales données sont pour le moment manquantes. Et les modèles d'évolution de l'activité de la planète sont extrêmement sous-contraints du fait de leur dépendance à de multiples mécanismes qui sont eux-mêmes mal connus ou peu observés, voire pas observés. On ignore des informations de base, de savoir s'il existe des phénomènes tectoniques, si le manteau de Vénus, qui est aussi vaste que le manteau terrestre, a des processus de convection, s'il y a une dérive de continents ou des phénomènes de subduction, par exemple, ou en tout cas s'il y a eu ce type de phénomène dans le passé, s'ils n'ont plus lieu aujourd'hui.
Et enfin, quelles leçons à tirer, comme nous le disions, sur les scénarios d'évolution d'une exoplanète rocheuse. Alors, le graphique qui est en haut à droite ici nous montre le système solaire actuel tout en haut. Vous avez le Soleil à gauche ici, Mercure, Vénus, la Terre, Mars et les planètes géantes. Et ce qui est indiqué ici, ce sont les limites de ce qu'on nomme la zone d'habitabilité. On voit que Vénus est à l'extrême distance côté Soleil, disons, de cette zone habitable aujourd'hui. Et vous avez ici d'autres exemples d'exoplanètes de type terrestre, elles aussi situées dans la zone habitable de leur étoile, pour des étoiles qui sont à des températures de brillance inférieures et vont donc permettre des conditions d'habitabilité à plus courte distance de l'étoile. Or, le Soleil, on le sait, n'a pas toujours eu la luminosité actuelle. Il a évolué, surtout dans le premier milliard d'années de la vie du système solaire, vers la luminosité qu'il a aujourd'hui. Donc, il est tout à fait possible que cette zone d'habitabilité n'ait pas toujours été à la même distance et que les conditions sur Vénus aient été plus clémentes dans le passé. Pour un certain nombre de raisons, on étudie avec beaucoup d'intérêt cette option. Vénus possède une surface relativement jeune, plus jeune que certaines parties de la croûte terrestre. Chaque point bleu ici, sur cette planisphère de Vénus, superposée à une imagerie radar Magellan, correspond à l'un des 934 cratères d'impact connus, vus donc en imagerie radar, une répartition indiscernable du hasard. C'est assez surprenant parce que la totalité de la surface de Vénus semble à la fois relativement jeune, puisque aucun de ces cratères d'impact ne sont de grande dimension, ce qui est le marqueur dans l'histoire du système solaire de bassins d'impact anciens à l'époque du bombardement jusqu'à, disons, 3,5 à 3 milliards d'années avant nous. Aujourd'hui, aucun impact majeur ne peut avoir lieu dans le système solaire depuis cette époque, et donc ceci témoigne d'une surface extrêmement jeune, à l'échelle des temps géologiques, disons, plus jeune que la plupart des terrains anciens sur les planètes telluriques du système solaire interne. Il y a donc une surface qui a été renouvelée par des processus basaltiques, renouvelée de façon majeure, sans qu'on comprenne pourquoi la planète soit aujourd'hui en apparence inactive, ce qui paraît contradictoire avec cette activité volcanique intense qui a pu avoir renouvelé la totalité de la surface à l'échelle, disons, des temps géologiques de type il y a à peu près entre 300 et 700 millions d'années avant nous. Vénus possède également jusqu'à 1600 volcans identifiés à ce jour, de tout type. Alors, la distribution des volcans, pardonnez-moi, la distribution des volcans n'est pas aussi régulière que celle des cratères d'impact, mais contrairement à la Terre, il ne semble pas dessiner des structures de type subduction ou rift ou des zones actives à l'interface de plaques continentales. La distribution des volcans, que vous voyez ici sur tous ces points blancs, n'est pas tout à fait isotrope à la surface de Vénus, mais elle ne semble pas dessiner des zones disons, de transformation ou d'interface entre des structures en collision ou de convection dans le manteau, ce qui semble contradictoire avec la dimension de cette planète qui, contrairement à Mars, doit avoir beaucoup plus de chaleur à rayonner vers l'extérieur. Donc, la question est de savoir également si ces volcans sont toujours actifs, et l'activité possible interroge en relation avec la forte variabilité de certains gaz de type d'origine potentiellement volcanique, tels que le monoxyde de carbone, la vapeur d'eau ou le dioxyde de soufre dans la basse et la haute atmosphère de Vénus. On voit également sur ces différentes images la très grande variété morphologique de ces différents volcans, de ces différents édifices, qui ne sont pas compris entièrement, car surtout observés avec une très faible résolution. Rétroactivement, on est à peu près dans la qualité d'image qu'avaient les orbiteurs martiens à l'époque des années vikings, c'est-à-dire des années 1970, à une époque où on pensait que Mars était totalement morte et sans activité de surface. On sait que ce n'est pas le cas, et on pense qu'avec l'amélioration de la résolution des systèmes radars qui sont programmés pour ces nouvelles missions, on aura énormément d'informations nouvelles, y compris sur l'activité de surface.
Voici un vaste volcan qui s'élève à 5 km de la surface, qui s'appelle Matmos. Il mesure environ 400 km de diamètre et plusieurs modèles suggèrent que ce volcan, ainsi que d'autres qui lui ressemblent, pourraient être actifs aujourd'hui dans un type de volcanisme appelé le volcanisme de point chaud, analogue aux volcans sur Terre tels que l'archipel d'Hawaï. Il y a également d'autres édifices volcaniques beaucoup plus petits. On en a vu une image sur la diapositive précédente, des plaines de volcans boucliers à l'échelle. Donc, cette myriade de petits édifices volcaniques qui sont encore mal observés à la résolution des images radar d'il y a 40 ans, puisque les images précédentes, Magellan, datent d'il y a quarantaine d'années, 35 ans, pose question et de savoir s'ils seraient également actifs et s'ils tracent une distribution géographique sous-jacente du point de vue tectonique. On voit ici l'un des exemples de ces volcans de plus petite taille. Celui-ci forme une caldeira d'environ au total à peu près 100 km de diamètre vers 6 degrés de latitude sud. L'épanchement de lave, ici sur la droite, se superpose à une région de dépôt brillant en lumière radar que vous devinez ici. Et ces dépôts brillants se superposent également à des structures ravinées, des linéaments dont la morphogénèse est très mal comprise sur des échelles de distance de plusieurs, parfois milliers de kilomètres, et surtout non datées. On a de grandes difficultés avec la qualité des images anciennes à donner une stratigraphie, une superposition, une chronologie de ces différents phénomènes géologiques, car ils sont très difficiles à discerner les uns des autres. Un autre exemple ici, un terrain vers 47 degrés de latitude sud, qui se nomme l'Ada Regio. Vous avez ici une combinaison de structures de plissement, formant également des dimensions sur plusieurs... Alors ici, l'image fait à peu près 500 sur 600 km. Vous voyez également quelque chose qui va nous être très utile, c'est l'information de brillance par la lumière réfléchie dans la longueur d'onde radar, qui va nous donner des informations sur les caractéristiques minéralogiques, mais également diélectriques de la surface, et notamment la porosité, un certain nombre de propriétés de la surface qui vont être accessibles par l'analyse du rayonnement radar. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais vous voyez ici qu'également ces épanchements de lave rencontrent des régions qui semblent être en plus haute altitude, sur les marges ici de l'image, des contreforts plus anciens et plus ravinés. Alors, on a l'impression qu'il s'agit de structures un petit peu comme des structures continentales, modifiées par la tectonique, dont on s'interroge là également sur la nature. Et vous avez ici sur la droite, ici, des analogues terrestres de ce type de structure, avec ici des structures de type fjord dans le Labrador, mais également des structures désertiques ici en Chine. Donc, un certain nombre d'analogues terrestres vont nous permettre également de comparer ces structures avec plus de détails, et notamment leur morphogénèse, leur organisation et leur formation et leur évolution. Alors, au contraire des plaines basaltiques, ces ensembles à plus haut niveau semblent être de type crustaux, c'est-à-dire des granites, des roches peut-être plus anciennes et fortement modifiées et tourmentées, disons, par des phénomènes tectoniques, qui constituent de vastes plateaux, qui constituent à peu près 8% de la surface de Vénus. Vous avez ici cette couleur un peu rose, ici violette, et ces structures se nomment des tesserae parce qu'il y a des tesserae, ça veut dire les lames de parquet, en fait, en latin. C'est une structure en lames de parquet, avec vous avez vu ces linéaments ici, dont la formation semble très antérieure aux plaines environnantes. Il n'y a pas d'indice de la composition minéralogique, mais les missions spatiales vont s'attacher à comprendre mieux ces différences, et notamment s'il s'agit de roches plus anciennes et formées éventuellement en milieu hydraté ou analogue à des granites, comme je le disais. Voici également quelques-uns des diagnostics géologiques dont la connaissance permettrait de mieux contraindre ces mécanismes de formation, d'érosion et d'altération, ou s'il existe des processus sous-jacents, des processus d'érosion, éventuellement des restes d'érosion fluviatile, comme on peut en observer sur la planète Mars, mais également de comprendre la structure géologique sous-jacente, savoir s'il s'agit de roches qui pénètrent plus profondément sous les plaines et qui seraient donc éventuellement compensées
par un phénomène qu'on appelle l'isostasie, c'est-à-dire la remontée par la force d'Archimède dans un manteau plus visqueux. Donc, ces mesures radar seront faites en comparaison avec les mesures du champ de gravité. Les deux orbiteurs prévus, Veritas et Envision, vont avoir une orbite suffisamment basse pour être sensibles aux irrégularités du champ de pesanteur, ce qui donne également un diagnostic couplé avec l'imagerie radar. Là encore, l'absence de résolution optimale fait qu'on manque de grandes informations sur les possibles dunes ou les processus éoliens en surface de transport de matériaux et de leur distribution et de leurs caractéristiques mécaniques. Des champs de dunes ont été supposés, suggérés par certaines observations, et évidemment, ce seront là encore les observations répétées à plusieurs reprises par la couverture radar pour étudier avec plus de détails ces processus géologiques en cours. Et donc, tout ce qui peut s'apparenter à l'activité géologique de la planète en relation avec les variations des gaz atmosphériques. Alors, la principale donnée du radar, c'est ce qu'on appelle le coefficient de rétrodiffusion. Ces données sont, comme je le disais, extrêmement sous contrainte dans les observations actuelles. Et donc, c'est des notions telles que la capacité de l'instrument à distinguer des structures, quels sont leurs changements, vont évidemment apparaître avec ces nouveaux outils en préparation. Au moins 2 structures à grande échelle, et j'en arrêterai là sur le contexte scientifique, donnent l'indication qu'il pourrait y avoir des mécanismes de subduction. Ce sont 2 gigantesques plaines de plusieurs milliers de kilomètres, Artemis et Quetzalcoatl, ne me demandez pas de la prononcer. Ces gigantesques plaines, là encore, grâce à des profils de résolution très inférieurs à ceux dont on dispose actuellement, vont permettre aux géodynamiciens et aux géologues de contraindre les processus de collision et de subduction en cours en relation avec les inégalités du champ de pesanteur, comme je le disais. Et il se trouve qu'il existe à Paris-Saclay un laboratoire qui reproduit les conditions de volcanisme de points chauds et la mécanique du manteau vénusien. C'est une expérience unique au monde qui fait que d'ailleurs ma collègue Anne Davaille et moi-même sommes co-investigateurs de la mission Veritas. Donc ce double héritage s'accompagne également d'une mission qu'on connaît beaucoup mieux à l'observatoire, qui est la mission Venus Express. Venus Express qui a révélé une très forte variabilité des gaz d'origine volcanique. Je ne reviendrai pas trop sur ces conclusions que nous connaissons un petit peu dans l'établissement. Et cette variabilité de l'émissivité de surface du côté nuit, mesurée dans l'infrarouge, la variabilité des gaz atmosphériques dans la troposphère comme dans la mésosphère, à l'altitude supérieure des nuages, en relation avec les mesures radar, vont fournir un diagnostic complet, couplé entre les différentes enveloppes géophysiques de la planète. Et c'est l'objectif principal de la mission Envision, la mission européenne, dans laquelle l'Observatoire est également très fortement impliqué. Donc ces 3 missions, je viens sur les 10 dernières minutes, on va parler un petit peu de ces 3 missions. Donc Veritas est un survey, une reconnaissance, une mission de reconnaissance radar sur la totalité de la planète qui va passer une seule fois sur la totalité de la planète dans 2 ans et demi environ, avec une résolution spatiale de 30 mètres ou de 15 mètres en certaines régions. Et Veritas porte également, comme j'y reviendrai dans un instant, également un instrument infrarouge pour observer la minéralogie de surface du côté nuit et l'émissivité des roches du côté nuit. La mission Da Vinci est une mission à durée beaucoup plus brève, puisqu'il s'agit d'un module de descente qui va fonctionner 1h30, 2 heures in situ dans l'atmosphère, mais en portant des instruments de caractérisation des gaz rares et des isotopes qu'il n'est pas possible de mesurer à distance, qui donnent un diagnostic sur l'origine de l'atmosphère et l'évolution de la planète. J'y reviendrai dans un instant. Enfin, Envision, qui est ici représentée sur la droite, est une mission qui a ambition de cartographier avec une précision encore meilleure, de 10 mètres en certains endroits et de 30 mètres en d'autres, mais surtout à plusieurs reprises au même endroit, un sous-ensemble de la totalité de la surface de la planète, qui, je le rappelle, est vaste comme la Terre, à une résolution de 30 mètres, c'est-à-dire équivalente à celle de Veritas, mais avec d'autres caractéristiques du faisceau radar
qui vont permettre d'analyser d'autres propriétés de la surface comme sa polarimétrie ou la radiométrie. Je ne vais pas trop avoir le temps de rentrer dans l'ensemble des détails de ces différences scientifiques entre les différents instruments. Donc voici l'instrumentation scientifique de Da Vinci. Da Vinci est équipé d'instruments donc type spectromètre de masse, spectromètre à laser accordable et imageur de descente, qui sont d'ailleurs 3 instruments dérivés de l'instrumentation du rover Curiosity sur Mars. Cette instrumentation est extrêmement précieuse puisqu'elle va nous donner je le disais encore, des mesures in situ dans l'atmosphère qui ne sont pas accessibles à distance. La sonde va se poser sur le sol, mais il n'est pas prévu qu'elle fonctionne sur le sol plus que la durée de la mission de descente. On espère qu'elle pourra faire quelques images du sol en direct, mais ce n'est pas dimensionnant sur les caractéristiques de l'instrumentation à bord. Alors, Veritas et Envision s'enchaînent avec un lancement prévu en 2027 pour Veritas et 2031 pour Envision. Encore une fois, les parties ciblées de la planète par Envision se nourriront de la couverture de Veritas en bande X en totalité de la planète. Et évidemment, les 2 missions ont vocation à se compléter puisque de toute façon, l'imagerie radar est la seule façon de faire d'imagerie de la surface depuis l'orbite vénusienne. Donc, les investigations, les mesures de Veritas vont combiner l'imagerie radar, la spectrométrie infrarouge du côté nuit et les mesures du champ de pesanteur, comme je l'ai dit, qui sont représentées ici par ces 3 couleurs. Alors, ce graphe ici montre dans sa dimension horizontale l'échelle spatiale des mesures effectuées depuis l'orbite de Vénus et ici la distance à la surface, donc soit la distance en altitude, depuis 0 jusqu'à 100 km d'altitude ici, soit la distance en profondeur, depuis 0 jusqu'au centre. Donc, Veritas va examiner le noyau, les propriétés du manteau, les propriétés de la croûte, mais également les processus de surface, la minéralogie, les anomalies thermiques, comme je l'ai dit. Alors que Envision, vous le voyez, ici on superpose la caractéristique de la mission européenne, est une mission comme on dit, targeted, c'est-à-dire qui est ciblé sur ces régions dont j'ai parlé, qui constituent à peu près entre 20 et 30% de la surface de la planète, c'est-à-dire l'équivalent de tous les continents terrestres ou l'équivalent de la surface de Mars. Donc 30% d'une planète comme la Terre, c'est beaucoup. Et surtout, on va cibler les parties qui semblent géologiquement les plus actives et les plus intéressantes. Et comme vous le voyez, contrairement à Veritas, que je remets très brièvement, Envision va également avoir un radar de subsurface qui va envoyer un pulse et permettre de mesurer l'épaisseur des couches sous la surface avec un écho-radar, par exemple l'épaisseur des coulées de lave, donc mesurer la quantité de lave émise par les édifices volcaniques, et donc également les structures en bordure des plateaux crustaux pour examiner la partie qui serait en quelque sorte immergée sous les lacs de basalte et qui permettrait donc de mieux comprendre leur structure géologique à la marge de ces interactions et de ces imbrications de la sédimentation entre les différents processus géologiques. Également, une suite de spectromètres dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet, qui sont ici nommés VenSpec, M, H et U, avec une très forte participation française, surtout pour le U, dont nous sommes PI, et le M, dont le LESIA fournit le sous-système optique, comme sur Veritas, et on voit qu'il va s'agir ici justement d'examiner l'ensemble des couplages entre l'intérieur, la subsurface, la surface et les variations de gaz volcaniques, en particulier de la basse atmosphère, et également la variabilité des couches de nuages et des gaz d'origine volcanique également, ou liés à la présence de ces gaz d'origine volcanique dans la plus haute atmosphère. Donc ce sont ces couplages qui vont nous donner énormément d'informations stratégiques sur les enveloppes géophysiques et leurs interactions, en particulier les variations de composition, les dépositions chimiques à la surface des plateaux à haute altitude, par exemple, en fonction de la température, et également la constitution et la distribution des gouttelettes qui constituent les nuages et leurs variations spatiales et temporelles. Donc, ceci, c'est la carte des régions d'intérêt observées par Envision
sur la surface qui, vous le voyez, se répartissent beaucoup dans les régions les plus actives où il y a des plissements et des régions qui sont peut-être des régions où l'activité volcanique ou géologique est encore plus en cours. Les grandes plaines des deux hémisphères, nord et sud, semblent, disons, peut-être un petit peu moins sujettes à ce type de mécanisme. Vous avez ici en particulier, vous voyez ici en vert, une partie de Artémis, qui est ce bassin de subduction, qui pourrait être un petit peu comme l'arc des Aléoutiennes, si vous voulez, une région qui pourrait équivalent sur Terre à ce qui pourrait être une amorce de convection mantélique. Et évidemment, Veritas volant quelques années auparavant, il est possible que Veritas voit des phénomènes nouveaux qui n'ont pas été observés par Magellan. Et bien sûr, c'est l'agilité et la flexibilité de ces zones d'intérêt sur Envision permet de les réajuster en temps réel, même quasiment, pour nous intéresser à des mécanismes en variation rapide. Le programme Veritas et Da Vinci, les deux missions Veritas et Da Vinci font partie du programme Discovery, qui a donné naissance également à des missions qui sont très familières, probablement de la plupart d'entre vous, Dawn, Kepler, Grail autour de la Lune, InSight sur Mars, Lucie qui vient d'être lancée et Psyché vers l'astéroïde Psyché. La mission Envision s'inscrit, elle, dans le programme Cosmic Vision de l'Agence spatiale européenne. C'est une mission de classe M qui fait suite donc à Solar Orbiter, Euclide, Plato et Ariel. Donc, c'est l'enveloppe qui correspond à ces missions et du même ordre et avec une très forte contribution de la NASA dans le cas d'Envision qui fournit donc l'instrument principal qui est le radar. Alors, voici un petit schéma du radar de subsurface dont nous parlions tout à l'heure, qui est également une particularité de la mission Envision, qui est la première fois qu'on fera cette expérience de sondage sous la surface de Vénus. Et également, donc, ce qui est une caractéristique d'Envision par rapport à Veritas, puisqu'on demande très souvent comment les deux missions, comment elles se complètent, pourquoi elles sont différentes, eh bien, c'est justement cette capacité de Envision de porter en quelque sorte tout l'héritage de Vénus Express, en plus de Magellan, c'est-à-dire de cartographier les gaz d'origine volcanique à la surface et les éventuelles variations résultant d'une éruption volcanique en cours ou récente. Et donc à partir des traceurs chimiques que peuvent observer donc, les instruments à bord en relation avec les instruments radar. Donc c'est un véritable programme d'exploration Vénus qui se remet en marche. La complexité de Vénus et sa dimension nécessitera de toute évidence de multiples missions. Et c'est le cas de Mars, par exemple, où il y a 8 orbiteurs en cours de fonctionnement actuellement. Donc, ces capacités différentes, mais complémentaires, en font les premières étapes qui pourront se poursuivre, évidemment, avec des développements d'instruments au sol qui pourraient avoir une durée de vie plus longue que les missions russes des années 80, 70, également des ballons, des aérostats pour rester plus longtemps dans des régions de l'atmosphère qui sont beaucoup plus compatibles avec le fonctionnement de l'électronique et des instruments scientifiques. Tout ceci donc fait partie d'une redécouverte et d'un réenchantement de l'exploration de Vénus et nous sommes très heureux de porter cette nouvelle phase de l'exploration du système solaire avec l'Observatoire de Paris. Voilà, donc je vous remercie. Je pense que c'était la dernière diapositive que nous avions. Et... Merci Thomas. Je suis un peu bouche bée. Alors, donc, comme j'avais dit dans le chat, hein, si vous voulez poser vos questions, vous levez la main là, dans le module de chat ou vous écrivez votre question dans le module questions-réponses et je la reprendrai. Moi j'ai une question un peu de lobbying au Observatoire de Paris. Quelle est vraiment la contribution de l'Observatoire dans ces missions? Tu peux le détailler rapidement? Tout à fait. Alors, je cherche un slide peut-être un petit peu plus précis. Je vais reprendre le schéma de la... Je crois qu'il y avait une diapositive qui montrait ça. La voici. Voilà.
Donc, sur l'instrument Veritas, sur la mission Veritas, il existe un spectromètre infrarouge qui va compléter les images radar par l'observation de la minéralogie de surface du côté nuit. Et c'est un instrument du DLR et le LESIA fournit l'optique et les filtres de l'instrument en relation avec le CNES qui est évidemment impliqué dans la fourniture de cette instrumentation. Il se trouve que le CNES fournit également un sous-système du satellite Veritas, donc, pour la NASA. Donc, il y a une relation directe entre l'agence spatiale et le JPL pour la fourniture de ce sous-système du satellite, qui fait partie de du dialogue interagence et de la relation avec le JPL, qui est le porteur de la mission Veritas. En ce qui concerne Da Vinci, il y a des responsables scientifiques français sans qu'il y ait de contribution instrumentale. Et pour Envision, il y a donc la responsabilité de la mission qui m'incombe aux côtés de mes collègues britanniques, Richard Gale et Colin Wilson, mais également 2 instruments donc à responsabilité française. L'instrument Venspec U, qui est un instrument ultraviolet qui va compléter l'investigation de Vénus par la cartographie des variations du dioxyde de soufre dans la haute atmosphère à toute latitude et à toute longitude, puisque l'orbite, comme c'est une orbite basse, en 1h30, on fait le tour de la planète, c'est un peu comme l'ISS pour la Terre. Et donc, à la même altitude que Thomas Pesquet, Envision va pouvoir observer l'altitude des nuages et les irrégularités de cette concentration du dioxyde de soufre à toute heure locale et à toute latitude et à toute longitude. On sait qu'il y a une très forte variabilité du SO2. C'est d'ailleurs un programme effectué au LESIA depuis de nombreuses années avec Thérèse Encrenaz et d'autres collègues internationaux. Et cette surveillance met à jour la sensibilité de l'atmosphère à la possible contribution d'un volcanisme actif. Par ailleurs, c'est aussi la France qui est responsable donc la France est responsable de cet instrument UV. La France est également responsable de la mesure du champ de gravité, ce qui est, vous l'avez compris, une dimension importante de ces 2 missions, Veritas et Envision. Et c'est Caroline Dumoulin, au laboratoire de planétologie de Nantes, qui en est la responsable scientifique. Et c'est une équipe internationale également qui est coordonnée par la France. Comme le même instrument infrarouge est proposé sur Envision et sur Veritas, la France et donc le LESIA fournissent également l'optique et les filtres de la version Envision du même instrument qui s'appelle VEM sur Veritas et Venspec M sur Envision avec le DLR. Enfin, la participation française est en cours d'évaluation par la NASA dans la liste des co-investigateurs scientifiques du radar du JPL, puisque le radar en fait d'Envision est, comme je le disais, fourni par la NASA, mais par la même équipe qui fournit le radar de Veritas. Il y a une véritable concertation, coordination entre les 2 contributions. Et la NASA est en train de constituer l'équipe scientifique de VENSAR, qui est le nom du radar sur Envision, et avec un appel pour la participation de chercheurs européens. Il est vraisemblable que nous aurons au moins une participante française. Également, il y a un participant français dans l'équipe scientifique du SRS, le radar de subsurface à Grenoble. Voilà donc ces différentes contributions sur lesquelles j'aurai certainement l'occasion de revenir s'il y a des questions plus précises. Merci Nicolas. Merci Thomas. Il y a une question de Martin Turbet. Est-ce qu'il y a d'autres observations qui peuvent permettre de tester la possibilité que Vénus ait eu des étendues d'eau liquide par le passé? Je remercie Martin de poser cette question qui est pertinente, surtout aux annonces récentes sur les modèles qui ont été faits par son équipe. Donc la réponse est que c'est précisément à la fois dans ces notions de géomorphologie, d'écoulement fluviatile à la marge des tesserae ou dans les régions crustales, disons, qui sont visibles, mais également dans la nature des roches. Alors, je cherche pour cela un slide, mais qui est dans une autre présentation que je voudrais montrer, si je le trouve.
Donc l'instrument, c'est pas terrible, simplement, voilà. Donc l'instrument Venspec M a la capacité de tester, de mesurer la signature thermique de l'activité volcanique, s'il y a des points chauds, disons, à la surface, pour faire simple, mais également de distinguer des types de roches. Donc il va y avoir une minéralogie de surface, et on aimerait justement pouvoir différencier ces minéraux de surface, en particulier ceux qui nécessitent des volatiles dans la roche pour être formés, ce qui implique la présence d'eau dans la croûte, d'éléments volatiles, parmi lesquels l'eau, dans la composition minéralogique. Et donc, le diagnostic permettrait de contraindre, en particulier pour savoir si les tessérés sont des granites, c'est-à-dire des roches formées en milieu aqueux ou en milieu, disons, comportant plus de gaz volatile que les basaltes environnants. Donc, ça fait partie des diagnostics qui pourraient attester que ces matériaux anciens ont été formés en présence d'eau dans des volumes, évidemment, dans des contraintes qui restent à définir. Mais donc, il n'y aura pas de réponse définitive. Ce seront des mesures couplées avec les mesures de morphologie de surface et un ensemble de mécanismes. Ici, vous avez l'instrument Venspec M en fonctionnement. C'est un couplage entre la possibilité pour la roche d'être altérée chimiquement ou oxydée même par la présence d'eau dans le passé, mais également sur ses capacités, sa résistance mécanique, sa porosité, la forme, la stratigraphie, donc un certain nombre de diagnostics radar. Donc la totalité de ces diagnostics seront croisés pour répondre, apporter des éléments de réponse, de contrainte des modèles dont Fabien parle, dont Martin parle. Merci. J'espère que ça répond à la question. Personne ne pose d'autres questions. Ah si, Jean-François Lestrade, est-ce que la présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, qui a été récemment évoquée, est prise suffisamment au sérieux pour avoir influencé l'instrumentation de la mission? Non, parce que la durée de vie, enfin la durée de préparation des missions était déjà bien avancée lors des annonces de l'an dernier. Cependant, la spectrométrie de masse de Da Vinci permettra de contraindre des molécules, la présence de molécules telles que le phosphore, ou d'atomes, ou de molécules comportant l'atome phosphore, et donc de contraindre l'ensemble de la chimie environnant la possible présence de cette molécule. Mais il y a un certain nombre d'articles qui ont succédé à la publication de Jane Greaves annonçant la découverte de la phosphine, qui ont plutôt invalidé cette découverte. Donc, je reste enfin, la communauté reste assez sceptique sur la présence de ce gaz, et surtout, à plus forte raison, sur son attribution à des processus d'origine biologique, ce qui est par contre quelque chose qui reste possible avec d'autres observations, puisque la spéculation se poursuit sur la question de savoir si les nuages de Vénus, ou les gouttes d'eau à température ambiante, disons, beaucoup plus clémente qu'à la surface dans l'atmosphère, pourraient être le lieu de processus extrêmes, comme il en existe dans les milieux extrêmement acides sur Terre, mais ça sera effectivement essentiellement Da Vinci qui pourra apporter la réponse dans son instrumentation. Je ne vais pas la remettre à l'écran, mais je pourrais la remettre. Alors moi j'ai une question curiosité, je ne sais pas du tout si la question est pertinente. Sur la carte, tu montrais les zones que Yann Vigen va étudier. Oui. Les pôles sont complètement écartés. Alors est-ce que c'est pour des problèmes techniques d'orbite, ou est-ce que c'est parce que c'est des zones qui, a priori, ne sont pas pertinentes à étudier? C'est pas pour des problèmes d'orbite, puisque au contraire, l'orbite est polaire, donc on passe au-dessus des pôles toutes les heures et demie, des deux pôles. Donc c'est plutôt pour des régions, notre connaissance des pôles ne montre pas de régions actives
en tout cas aussi intéressantes géologiquement que celles qui sont représentées ici, mais il est tout à fait possible qu'à l'inverse, on en découvre et qu'on puisse réorganiser la logistique, je dirais, des opérations pour observer de façon plus significative le pôle. On en a la flexibilité. Donc, ce n'est pas ce qui va contraindre en fait les régions, ce qu'on appelle les régions d'intérêt, que vous voyez ici, c'est surtout leur nombre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas observer plus d'un certain nombre de fois des régions avec le radar, puisque observer avec le radar, d'abord, consomme énormément de ressources sur le vaisseau spatial, mais également, ne serait-ce que de la mémoire à bord, de la transmission vers la Terre, l'orientation du radar qui n'est pas tout à fait dans la direction du nadir. Et donc, on ne peut pas modifier, observer plus de 4 ou 5 fois par orbite une région de quelques centaines de kilomètres, disons. Par contre, cette région de quelques centaines de kilomètres peut se glisser à notre guise, disons, le long d'un méridien, puisque l'orbite survole des méridiens successifs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est totalement flexible dans notre organisation. Mais pour l'instant, il s'agissait surtout d'établir un scénario type de la mission pour montrer qu'elle rentrait dans les contraintes du programme de classe M, du point de vue technique, des ressources du spacecraft et du budget, bien sûr. Ce qui est le cas, puisque nous avons été sélectionnés. Alors, n'y aurait-il pas d'autres questions? Personne? Est-ce que Thomas, tu as une question pour toi-même? Je voudrais juste dire que l'Observatoire de Paris a un long passé d'intérêt pour la planète Vénus qui transcende les 350 ans de son histoire. Vénus, dans les siècles 17, 18e et 19e siècle, était l'enjeu de la mesure de l'unité astronomique, puisqu'on pensait que le passage de Vénus devant le Soleil était la meilleure manière de mesurer l'unité astronomique, et donc l'univers entier, puisque toutes les mesures de distance sont fondées sur la mesure de l'UA. Et ça s'est avéré finalement relativement décevant. Mais nous avons le plaisir donc de poursuivre un petit peu cette spécialité maison. Et même l'amiral Mouchet est parti sur l'île de Saint-Paul, dans le sud de l'océan Indien, pour observer le passage de Vénus en 1874 ou en 1882, l'un des deux. Donc, c'est quelque chose qui a impliqué très fortement l'établissement, et nous sommes très heureux de poursuivre ça dans les missions des années 2030. Voilà. Et nous étions impliqués dans Vénus Express. Et bien sûr, Vénus Express, sur le plan, bien sûr, de l'instrumentation spatiale et l'observation de Vénus scientifique dont j'ai parlé avec ma collègue Thérèse Encrenaz en particulier. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en terminer là. Je vous rappelle que tous les séminaires précédents sont sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez les revoir. Donc il y en a 16 et ce 17e va être mis en ligne aussi rapidement que possible. Donc vous aurez tout le loisir de revoir ces séminaires. Merci beaucoup Thomas pour cet exposé très riche. J'ai beaucoup appris sur Vénus, moi complètement néophyte. Merci à tous. Je ne vous dis pas le sujet du mois prochain parce qu'on est encore en doute sur la date de disponibilité des chercheurs, donc je ne peux pas vous annoncer ça. Mais il y aura un séminaire le mois prochain à peu près. Merci beaucoup à tous. Merci Thomas. Merci.